Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va mener une véritable enquête, digne d'un grand roman policier, pour déchiffrer un mystère fascinant. Qu'est-ce que l'intelligence au juste? C'est un mot qu'on utilise tous les jours, pas vrai? Mais quand la science essaye de le mesurer avec une précision absolue, l'histoire prend une toute autre tournure. On va décortiquer ce qui se cache vraiment derrière nos capacités cognitives, en laissant complètement de côté les opinions de comptoir pour se concentrer uniquement sur les données brutes, la génétique et les neurosciences. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Voici notre feuille de route. On va d'abord définir ce fameux facteur G, puis on regardera la fiabilité du QI, avant de s'attaquer au mythe des intelligences multiples. Ensuite, on verra comment tout ça se traduit concrètement dans le monde réel, pour finir sur l'éternel débat entre l'inné et l'acquis. C'est parti. Première étape de notre parcours, définir le facteur G. Parce qu'avant de mesurer quoi que ce soit, il faut s'entendre sur le concept scientifique. Si on demande à 100 personnes de définir l'intelligence, on obtiendra inévitablement 100 réponses complètement différentes. Mais bon, la science, ça a besoin d'un cadre précis. Et c'est là qu'intervient la chercheuse Linda Gottfredson. Sa définition est super intéressante parce qu'elle montre que l'intelligence, ce n'est pas juste une petite compétence isolée, genre être fort en calcul mental. Non, c'est une capacité mentale extrêmement vaste. C'est le fait de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de comprendre des idées vraiment complexes et d'apprendre rapidement de ses expériences. En gros, c'est le moteur général de notre cerveau face à la complexité du monde. Et l'histoire derrière cette mesure est franchement fascinante. Figurez-vous que dès 1904, le psychologue anglais Charles Spearman a fait une découverte monumentale, d'une simplicité déconcertante, et ça a des années avant qu'Alfred Binet n'invente le tout premier test de QI vers 1910. En regardant simplement les bulletins scolaires des élèves, Spearman a remarqué quelque chose d'étonnant. Toutes les matières étaient corrélées positivement. Un élève qui cartonnait en maths avait aussi de grandes chances de briller en anglais ou en musique. Il en a donc déduit de manière purement mathématique qu'il devait y avoir une sorte de racine commune, un tronc commun à toutes ces compétences. Et voilà, le concept du fameux facteur G, l'intelligence générale, venait de naître. Mais attention, il est crucial de bien faire la part des choses entre la théorie et la pratique. Le facteur G, c'est vraiment cette part commune absolue à toutes nos fonctions cognitives, c'est le concept abstrait de base. Le score de QI qu'on connaît tous, c'est juste sa traduction pratique. C'est une échelle relative, normée pour comparer un individu par rapport à ceux de sa propre classe d'âge. On y impose artificiellement une moyenne à 100 et un écart type de 15, histoire d'avoir un repère facile à interpréter. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la fiabilité de ce fameux QI. Est-ce que cette mesure est vraiment stable dans le temps? Une question tout à fait légitime qu'on se pose tous, c'est est-ce que ce score fluctue sans arrêt au cours de notre vie? Ce qui est vraiment captivant avec ce chiffre de 0,73, c'est l'histoire incroyable qu'il raconte. Il vient d'une étude portant sur une cohorte d'enfants écossais qui ont passé un test à l'âge de 11 ans. Les chercheurs les ont retrouvés et testés à nouveau à 80 ans. Après presque 70 ans d'une vie bien remplie, de hauts, de bas et d'expériences en tout genre, la corrélation entre les deux scores est juste stupéfiante, à 0,73. À part notre taille physique, il n'y a pour ainsi dire aucun autre trait humain qui reste aussi robuste et stable sur toute une vie. Face à une telle stabilité, il y a forcément une objection qui revient souvent sur le tapis. Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement s'entraîner comme un fou sur Internet pour gonfler son score de QI et contourner un peu le système? Eh bien, les données sont implacables là-dessus. Une méta-analyse absolument titanesque, qui a passé au crible 107 études et plus de 134 000 participants, s'est penchée sur l'impact de l'entraînement. Le verdict, même avec un bachotage ultra intensif, le gain maximum qu'on peut espérer frôle les 4 malheureux points de QI. C'est quasiment rien. Et le plus important, c'est que s'entraîner à passer le test rend meilleur, juste au test. Ça ne se transfère absolument pas à l'intelligence globale de la personne dans la vie de tous les jours. L'outil d'évaluation est donc incroyablement robuste. Passons maintenant à notre troisième chapitre, les mythes et les intelligences multiples. C'est le moment de confronter quelques théories très populaires à la dure réalité des faits. On va examiner d'un œil objectif quelques idées très répandues qui tentent de remettre en cause cette notion d'intelligence générale. L'une des plus adorées, notamment dans le milieu de l'éducation, c'est l'hypothèse des intelligences multiples de Howard Gardner. L'idée, c'est qu'il existerait 8 formes d'intelligence totalement indépendantes les unes des autres, allant de l'intelligence musicale à l'intelligence kinesthésique. Avouons-le, c'est une théorie super séduisante. Elle porte un message très réconfortant en suggérant que chaque personne a forcément un domaine de génie naturel caché. Le point crucial ici, c'est que la science se base sur des preuves empiriques. Et quand on teste rigoureusement ses capacités supposées indépendantes, que ce soit les compétences logico-mathématiques ou visio-spatiales, le coup près tombe. Les méta-analyses montrent qu'elles sont systématiquement corrélées positivement. Gardner a eu le mérite énorme de mettre en lumière des compétences qui étaient parfois ignorées, mais les données prouvent formellement qu'elles ne font pas bande à part. Être performant dans l'une indique une forte probabilité de l'être dans les autres. Bref, le facteur G est toujours là, en toile de fond. Et ça nous amène à un autre concept massivement populaire, le fameux quotient émotionnel ou QE, mis en avant par Daniel Goleman.
On lit partout que l'intelligence émotionnelle serait le vrai secret de la réussite. Sauf que l'analyse des données nous raconte une toute autre histoire. Le QI, lui, prédit très solidement des choses comme les performances académiques. Le QE, en revanche, est souvent mesuré par de simples questionnaires auto-évalués. Au final, ça ressemble beaucoup plus à une mesure de traits de personnalité classique comme l'extraversion qu'à une véritable capacité cognitive distincte. Une fois qu'on a pris en compte le QI et la personnalité, le QE n'ajoute quasiment aucune valeur de prédiction supplémentaire. Abordons à présent notre 4e point. Parce qu'au fond, est-ce que ce score un peu abstrait sert vraiment à prédire des choses tangibles dans la vie de tous les jours? La réponse courte, c'est un grand oui. Le facteur G est en fait l'un des prédicteurs statistiques les plus puissants qu'on connaisse. Ce n'est pas juste une affaire de bonnes notes à l'école, même si c'était son but initial. Les données montrent des corrélations massives avec le succès professionnel, le niveau de revenu et même la capacité à prendre le leadership lors d'un travail en équipe. Bien sûr, attention, on parle de statistiques à grande échelle. Le QI n'est pas une boule de cristal qui détermine notre destin individuel de A à Z. La motivation, le havard et nos choix de vie ont un rôle immense, mais ça reste un avantage statistique de base complètement indéniable. D'ailleurs, l'impact s'étend à des domaines où on ne l'attendrait pas du tout, comme la santé physique et l'espérance de vie. Prenez cette étude faramineuse réalisée sur 1 million de conscrits suédois. La statistique qui en ressort est tout simplement vertigineuse. Les jeunes hommes qui se trouvaient dans les 10% de QI les plus bas avaient un taux de mortalité 3 fois supérieur à ceux des 10% les plus hauts. 3 fois! Les chercheurs relient ça à une meilleure capacité à analyser les risques de santé, à éviter les accidents et globalement à naviguer dans des environnements et des carrières plus sûrs. Passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule en ouvrant notre tout dernier chapitre. On va s'attaquer au mystère ultime. D'où vient vraiment cette intelligence? C'est l'éternel débat entre l'inné et l'acquis. Eh bien, après des décennies d'études fascinantes sur des jumeaux, croisés avec les avancées spectaculaires de la génomique moderne, le consensus scientifique est clair. C'est un équilibre parfait à 50-50. 50% de génétique héritée et 50% d'environnement. Nos capacités cognitives sont littéralement le fruit d'une danse à part parfaitement égale entre notre ADN et notre vécu. Alors regardons de plus près cette puissante moitié environnementale, parce qu'elle est vraiment cruciale. Tout commence bien avant la naissance. L'environnement prénatal, la nutrition, l'absence de toxines, tout ça pose les fondations physiques du cerveau. Ensuite, on a le statut socio-économique de la famille, qui va dicter l'accès aux ressources au quotidien. Et enfin, un levier d'une puissance phénoménale, la durée et la qualité de la scolarité qui vient véritablement sculpter notre développement cognitif au fil des ans. Et ceci illustre brillamment l'impact direct de l'éducation sur notre intellect. Des études extrêmement rigoureuses ont démontré qu'en moyenne, un individu gagne environ 3 points de QI pour chaque année supplémentaire passée sur les bancs de l'école. Ce n'est pas un détail, ça nous rappelle que l'école ne sert pas juste à stocker de l'information comme sur un disque dur, c'est un véritable entraînement qui vient physiquement modifier et muscler notre cerveau. Ce pouvoir extraordinaire de l'environnement nourricier saute encore plus aux yeux quand on se penche sur les études liées à l'adoption. Les résultats sont d'ailleurs très inspirants. Quand un enfant né dans un milieu extrêmement défavorisé est accueilli dans une nouvelle famille, son score d'intelligence grimpe mécaniquement. Dans un environnement de statut socio-économique modeste, on observe un gain d'environ 7 points. Mais s'il est placé dans un milieu très favorisé et très stimulant, ce bond peut atteindre jusqu'à 20 points de QI. C'est la preuve éclatante de notre neuroplasticité et de l'importance vitale de l'environnement dans lequel on grandit. On arrive au terme de notre exploration et honnêtement, toutes ces données soulèvent inévitablement une interrogation sociétale assez vertigineuse. Si la moitié de nos aptitudes intellectuelles provient d'un tirage au sort génétique sur lequel on n'a absolument aucun contrôle, et si l'autre moitié est dictée par la grande loterie de notre environnement prénatal, familial et éducatif, eh bien quelle place reste-t-il vraiment pour ce qu'on appelle le mérite individuel ? C'est une vraie réflexion fondamentale qui pourrait bien nous amener à repenser totalement notre vision de la méritocratie. On laisse cette idée faire son chemin. Merci d'avoir suivi cette analyse et continuons ensemble à décrypter le monde avec curiosité et rigueur.